Bonjour, alors voilà une vidéo finalement que j'ai décidé de constituer pour faire un exposé de la méthode pédagogique que j'ai mis au point en une douzaine d'années d'expérience de soutien scolaire. Et cette vidéo, je la réalise donc à partir d'une application célèbre de calcul intégral. Un petit clin d'œil à l'attention de Thomas, qui est un élève en terminale S que je suis au lycée Hector Berlioz, puisqu'en fait, c'est en parcourant un problème au cours d'une séance qu'on avait ensemble, un problème de calcul intégral dans lequel apparaissait la fameuse évaluation du nombre irrationnel et transcendant petit e, fait par le grand mathématicien suisse Euler, né à Bâle et décédé à Saint-Pétersbourg aussi. Donc, cette vidéo va se découper en deux parties. Une partie 1 de culture générale, donc pour justement présenter l'environnement des nombres irrationnels et transcendants, le mathématicien Euler, et une partie 2 qui s'adresse déjà à un public un peu plus averti, qui nécessite un niveau de terminale, pour la résolution du problème d'Euler, à travers justement toutes les réflexes et les points essentiels que je préconise dans ma méthode pédagogique. Alors voilà le menu général à partir duquel on va faire cet exposé. Vous reconnaissez ici deux célèbres personnages du monde scientifique et philosophique, René Descartes ici à gauche de l'écran et Léonard Euler à droite. Alors cet exposé va se faire en deux parties, comme vous le voyez, une partie 1 de culture générale qui s'adresse à tout public et une partie 2 avec la solution à travers une méthode particulière d'un problème donné à des élèves de terminale. Alors le mathématicien Euler. Donc je vous laisse parcourir cette vidéo, enfin cette diapositive. Vous pourrez toujours faire un arrêt sur image. Je reviens rapidement sur l'écran principal, mais enfin, il faut quand même simplement souligner que c'est un mathématicien qui a apporté une très grande contribution au calcul infinitésimal, à la théorie des graphes, et qui s'est aussi illustré en mécanique, en dynamique des fluides, en optique et en astronomie. Alors la formule d'Euler, c'est celle qui est donnée ici dans la partie grisée, c'est celle qui va nous intéresser, c'est le problème qu'on va résoudre. Et elle a été faite pour la partie historique dans le chapitre 7 du livre Introductio in Analysum Infinitorum de l'Air en 1748. Donc à partir de calcul intégral, puisque lui-même s'était évidemment déjà penché et était tout à fait connaisseur et contributeur d'ailleurs à la découverte du calcul infinitésimal, notamment tel que ses collègues, on va dire, Leibniz et Newton. Donc en fait, il faut savoir que la formule d'Euler, qui est une des formules très utilisées en trigonométrie et surtout dans le chapitre des nombres complexes, là, le e puissance i θ égale cos θ plus i sinus θ, est simplement le résultat d'une somme de séries en fait. Comme le dit le résumé ici, Euler n'hésite pas à franchir un pas audacieux en substituant à x réel une variable complexe i θ. Alors on ne va pas rentrer plus dans le détail pour l'instant. Et on va découvrir l'identité d'Euler, qui est finalement tout à fait un joyau hein, de l'univers mathématique, puisque elle est très connue de tous les amateurs, en ce sens que, à travers cette égalité e puissance i pi égale moins 1, on retrouve ici tous les grands domaines des mathématiques, aussi bien la partie géométrie représentée par le nombre pi, la partie exponentielle, donc analyse, l'arithmétique, et l'autre nombre transcendant, donc petit e, et le nombre imaginaire petit i. Donc c'est vraiment la réunion de la géométrie, de l'arithmétique et de l'analyse et de l'algèbre. Alors évidemment, cette égalité peut aussi s'écrire sous cette forme-là. Hein. Il suffit de faire passer le moins 1 qui est à droite, le faire passer à gauche. Et nous, la formule qu'on va établir dans la partie 2, la partie de démonstration, c'est celle-ci. En fait, où on peut établir que le nombre exponentiel e puissance x, c'est cette série. Et si on l'applique avec la valeur x égale 1, on obtient
une décomposition en série de la valeur petit e. Alors, pour avoir un survol des nombres transcendantaux, disons que les plus célèbres sont vraiment pi et e. Simplement, pi est un peu plus populaire et plus connu, hein, c'est le plus connu de tous, pour la simple raison que pour des personnes qui arrivent jusqu'au niveau d'études de collège, on l'aborde lorsqu'on établit la surface d'un cercle de rayon R. On sait que la surface d'un cercle de rayon R, c'est pi fois R au carré. Alors que le nombre petit e, c'est vrai qu'on le découvre beaucoup plus tard et pas avant la classe de terminale. Alors c'est un nombre qui a été découvert par Joseph Liouville. Et quelle est la particularité des nombres transcendantaux? En fait, ce sont des nombres irrationnels et surtout ils ne peuvent être des solutions algébriques d'une équation polynomiale à coefficient rationnel. C'est ça qui les distingue et c'est ce qui fait un nombre transcendant. L'irrationalité du nombre e, en fait, on peut la démontrer par un raisonnement par l'absurde. Alors, le raisonnement par l'absurde étant vraiment un des piliers très importants dans les différents types de raisonnement qu'on pratique pour résoudre les problèmes, je vais vous afficher en fait le document qui établit cette démonstration par l'absurde. Alors voilà une expression de petite e qui est tout à fait singulière, mais qui ne concerne pas directement le raisonnement par l'absurde. Pour ce raisonnement par l'absurde, il faut savoir qu'au XIXe siècle, le mathématicien Joseph Fourier démontra que, comme pi et e est un nombre irrationnel. Au cas où la preuve intéresserait certains lecteurs, la voici. Donc, c'est un défilement sur 2 pages, ce qui vous permettra de faire un arrêt sur image et pour les plus passionnés, d'établir donc ce raisonnement par l'absurde, où on fait, je vais remonter juste pour rappeler le principe du raisonnement par l'absurde, je vais remonter à la première ligne. On suppose donc la proposition inverse, c'est-à-dire pour montrer que le nombre e est irrationnel, on va commencer par supposer qu'il est rationnel. À partir de là, s'il est rationnel, on peut l'exprimer comme le rapport de deux nombres a et b. Et voici la suite de la démonstration. Je ne la passe pas du tout en détail. Je la laisse juste disponible pour ceux qui seraient intéressés à voir son déroulement jusqu'à la 2e page, avec évidemment la conclusion que E ne peut pas être un nombre rationnel. On arrive donc à une contradiction qui permet de conclure à l'irrationalité du nombre petit e. Alors je reviens au menu principal et on va aborder maintenant la partie 2 avec la solution et la méthode utilisée pour résoudre le problème de l'air en fait et établir le nombre petit e. Alors je vais vous présenter la méthode en escalier. Je précise ici qu'il y a plusieurs parties qui sont la méthode en escalier, la méthode de résolution applicable à toute discipline, l'exercice choisi comme prototype de cette méthode, l'ensemble de la solution pour établir le nombre e comme série. Alors la méthode en escalier, en fait, elle s'accorde et s'utilise en fait dans toutes les disciplines, que ce soit chimie, physique, informatique, programmation, bureautique, mathématiques, tous les domaines de mathématiques. Alors, ce qui va nous intéresser par rapport au sujet qu'on a traité, vous voyez que j'ai rassemblé ici différents outils qui sont des outils dans une boîte à outils. En fait, je considère que l'ensemble de toutes les propriétés, conséquences, théorèmes, corollaires qu'on peut aborder sont des outils. C'est une façon, disons, de simplifier la présentation de la méthode. Et un problème, finalement, c'est un ensemble de questions qui sont posées, qui peuvent être décomposées à l'intérieur de regroupements par question. Mais en tout cas, on a différentes étapes de résolution. Et en fait, je fais l'analogie avec un escalier, puisque ça me permet de mettre en évidence qu'à chaque étape, en fait, on apporte, si je puis dire, du grain à moudre pour l'étape qui suit. Et c'est une chose qu'on oublie souvent dans la résolution des problèmes un peu longs, c'est de ne pas simplement répondre à la question brute de fonderie en la prenant isolément, alors qu'elle est en fait
issue elle-même d'une série de questions-réponses. Donc, ça fera partie de mes 10 réflexes préconisés, notamment réutiliser les acquis à l'intérieur du déroulement d'un problème, puisqu'au fur et à mesure, évidemment, on répond à des questions et on démontre des choses qui sont des acquis qui peuvent servir aux étapes ultérieures, aux marches d'escalier ultérieures. Donc finalement, un problème pour moi, c'est comme un escalier avec différentes étapes à franchir depuis la plus basse marche, l'énoncé, jusqu'à la plus haute marche, la résolution. La méthode de résolution applicable à toutes les disciplines. À partir de cet escalier, je vais peut-être aborder d'abord qu'est-ce que je trouve dans cette boîte à outils. Alors comme je le disais, en fait, je l'applique, cette méthode, à toutes les disciplines, que ce soit la mécanique des fluides, les ondes, la mathématique, la comptabilité générale, la bureautique avec les principaux outils Excel, Access, PowerPoint, VBA, la programmation en informatique avec les principaux langages utilisés dans les premiers cycles d'études supérieures, le langage Camel et le langage C, puisque Fortran, PL1, Turbo Pascal, Turbo Professionnel sont autant de langages qui ne sont pas utilisés, sauf peut-être dans les écoles d'informatique. Donc on verra comment appliquer cette méthode ou l'utilisation de la boîte à outils en chimie et en logique. Alors commençons peut-être par la mécanique des fluides. Il faut savoir que lorsque je suis en séance avec un étudiant, par exemple en préparation de kinésithérapie ou médecine, et qu'on doit aborder le fonctionnement du cœur, un problème qui peut se poser, c'est le système artériel et les pressions qui existent dans le processus cardiovasculaire. Pour cela, on a évidemment plusieurs théories qui nous permettent d'aborder le sujet, et notamment la loi de Poiseuille. Alors je la trouve intéressante, puisque là je considère déjà que c'est un outil, hein, c'est simplement une sorte de théorème, hein, une propriété qui fait une relation entre une variation de pression delta P, une viscosité eta, une longueur, une distance, le nombre transcendant pi, et le rayon de la section à laquelle on s'intéresse. Cet exemple est intéressant puisqu'évidemment, il fait apparaître plusieurs variables ici, 1, 2, 3, 4, 5. Un énoncé sera finalement un ensemble de données. On aura certainement 4 données connues et on devra identifier une cinquième. Donc j'insiste un peu sur ce point puisque l'important, et c'est souvent ce qui fait défaut hein, quand je vois ce que je vois dans nos séances, c'est de savoir avoir la maîtrise technique hein, et opératoire pour isoler une des variables et l'exprimer en fonction de toutes les autres. Cela le plus rapidement possible. Si on s'intéresse par exemple à la viscosité, on doit pouvoir repartir de la loi de Poiseuille pour établir la viscosité. Bon, c'est sur le fondement d'une bonne maîtrise des fractions finalement, hein, ou des lois de produits en croix, qui ne sont pas toujours maîtrisées, même à un certain niveau. Donc voilà, la viscosité ici, faisons-le oralement ensemble. La viscosité, d'après la loi de Poiseuille, c'est donc en fait delta P fois pi R4 divisé par 8LD. Voilà. Donc c'est l'importance. C'est d'ailleurs un des points que je mets en point 9 ici, dans le fondement de la méthode pragmatique que j'applique, que j'exposerai juste après. C'est de maîtriser suffisamment les rudiments opératoires mathématiques et techniques pour pouvoir isoler le plus rapidement possible dans une formule une des variables en fonction de toutes les autres. Alors revenons à la boîte à outils. Pour voir l'importance aussi de l'utilisation d'un outil, on est dans un autre cas de figure avec les ondes, puisque là, effectivement, si on s'intéresse à l'effet Doppler avec un émetteur mobile et un récepteur immobile, pour examiner ce qui se passe lorsque, par exemple, ici, un bolide se rapproche, le bolide étant l'émetteur mobile, et un observateur immobile sur la chaussée, qui fait office de récepteur immobile. On s'aperçoit qu'on peut effectivement établir par l'application simplement de D égale VT,
progressivement la loi de l'effet Doppler. Évidemment, c'est intéressant, voilà, on s'aperçoit que le son est perçu plus grave lorsque la voiture s'éloigne de l'observateur immobile. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment, on peut l'établir et ça prend un certain temps à démontrer. Et on peut aussi, ici voilà l'ensemble d'une démonstration qui concerne l'effet Doppler avec un émetteur immobile et un récepteur en mouvement. L'intérêt de la boîte à outils, c'est qu'on a évidemment ici tous les cas de figure, suivant l'émetteur et récepteur qui se déplacent en sens inverse et qui sont mobiles ou immobiles, puisque là on a des formules générales. Lorsqu'on veut parler d'immobilité, il suffira d'appliquer une vitesse nulle à l'entité immobile. Et voilà donc les différents cas de figure. Donc l'intérêt encore d'utiliser des outils bien maîtrisés, bien connus. En mathématiques, j'ai retenu un exemple pour illustrer la nécessité d'une boîte à outils. C'est la forme canonique d'un trinôme. En fait, un trinôme donc, est un polynôme du second degré qui s'exprime sous cette forme, ax2 plus bx plus c. On a la possibilité d'écrire ce trinôme sous une forme canonique en appliquant des règles qui sont en fait utilisation de deux nombres alpha égale moins b sur 2a et bêta égale p de alpha qui permet d'établir une forme canonique. Donc très simplement, on peut aussitôt appliquer cette règle à un trinôme quelconque, ici x2 moins 7x plus 12, et on voit qu'en appliquant alpha et bêta, on arrive très directement, par la simple utilisation d'un outil, donc à x moins 7 demi au carré moins 1 quart. Voyons en fait un produit indispensable, un outil, pardon, en matière de comptabilité. En matière de comptabilité générale, donc on peut être amené à devoir écrire toutes sortes d'écritures dans le journal comptable, et notamment l'important, c'est le principe de la partie double. C'est vraiment un des outils indispensables pour cet aspect, c'est le principe de la partie double. Alors ce principe de la partie double, qu'est-ce qu'il dit? En fait, il dit que dans n'importe quelle écriture de journal qu'on doit imputer dans le bilan comptable, un emploi est égal à une ressource, un débit est égal à un crédit, et n'importe quelle écriture dans le journal comptable fait un équilibre entre un débit et un crédit. Pour chaque opération, les emplois sont égaux aux ressources. Pour chaque opération, le total des débits est égal au total des crédits. Alors, on le retrouve aussi bien dans le compte de résultat que dans le bilan. Sous l'aspect compte de résultat, le résultat c'est quoi? C'est le produit moins les charges. Sous l'aspect bilan, c'est l'actif moins le passif. Comment ça va se matérialiser dans un exemple? Le respect de la partie double fait que finalement, lorsqu'on fait une opération de vente de marchandises pour 700 € réglée par chèque bancaire, on fait apparaître à la fois un compte du compte de résultat qui est le compte de vente de marchandises, qui est donc un compte de produit, qui augmente au crédit. Il est forcément équilibré par une opération qui s'écrit au débit. Le compte banque fait partie en fait de l'actif du bilan, c'est un des comptes de la partie actif circulant, et donc il augmente au débit. Voilà donc une écriture tout à fait équilibrée qui respecte le principe de partie double entre débit et crédit lors de cette opération qui est portée au journal. Alors voyons, ici on a un autre exemple, et surtout je voulais parler maintenant du bilan. Donc à partir d'un ensemble de comptes qui sont soldés à la fin de l'exercice comptable, si on doit présenter le bilan au 31 décembre, on doit donc ventiler chacun de ces comptes sur l'actif et le passif du bilan pour respecter la structure d'un bilan en actif-passif, avec dans la partie active, on sait qu'il y a une partie qui descend vers une trésorerie, vers une liquidité toujours croissante, donc en se décomposant en actifs immobilisés et actifs circulants. Et ici, dans le passif, on trouve aussi bien la décomposition en capitaux propres, provisions pour risques et charges et dettes. Donc chacun des comptes qui sont apparus ici, connaissant la structure du bilan,
peuvent être ventilés donc selon des outils comptables bien déterminés, bien spécifiques. Alors on va revenir à notre boîte à outils pour voir que ça s'applique très bien à d'autres disciplines. Passons en revue rapidement en ce qui concerne la bureautique. Ici, on peut s'intéresser à un outil qui est, par exemple, une des fonctions statistiques, qui est la fonction recherche V. Lorsqu'on est amené à devoir extraire une information à partir d'une table pour recueillir un ensemble d'informations rattachées à un certain client, à une certaine entité, on doit faire un lien entre ces deux tables. Donc, un moyen très pratique, hormis les outils de fonction de base de données, c'est la syntaxe, l'outil recherche V. Recherche V qui a une certaine syntaxe à respecter, avec notamment ces différents paramètres, où on indique à la fois la valeur cherchée, la table matrice, le numéro d'index qui situe en fait la position dans la colonne où on va chercher l'information, et un autre paramètre, la valeur proche. Alors ici, on va aborder l'importance de l'outil en matière de programmation. Notamment, j'ai retenu le langage C parce qu'il a cet attribut très puissant qui est la notion de pointeur, qui permet non pas seulement de chercher le contenu à l'intérieur d'une variable, mais de plutôt gérer les adresses qui pointent sur ces variables. Évidemment, cela nécessite une certaine syntaxe, et si on est amené à répondre à ce genre d'exercice, c'est absolument indispensable de maîtriser l'outil qui est la définition du pointeur, le rôle joué par le pointeur, sa fonction de gestion des adresses et sa syntaxe. Par exemple, ici, si on a un certain code à écrire pour déclarer des pointeurs ADR1, ADR2, avec leur allocation d'espace, voilà la syntaxe à respecter. Donc ici, un outil toujours indispensable, sans lequel en fait on est absolument bloqué dans l'avancement dans un exercice. Alors la chimie, j'ai voulu aborder l'exemple d'un tableau d'avancement. Donc ici, on est dans un cas de figure où on essaye de réaliser une expérience chimique en rapprochant des ions barium et des ions sulfate. Donc ici, on reconnaît nos deux réactifs barium et sulfate qui doivent produire un sulfate de barium. On sait que dans un tableau d'avancement, on doit utiliser des entités qui sont des nombres de moles ou des quantités de matière. Pour cela, on a besoin de connaître les notions de concentration molaire, de volume, de nombre de moles, le nombre d'Avogadro. Voilà les outils indispensables qui se rattachent à la résolution d'un tableau d'avancement. Alors, ce cas me paraît intéressant aussi parce qu'on a non seulement les outils qui sont les formules, en fait, les formules qui permettent d'établir le nombre de moles, mais on a aussi, disons, des façons ou des méthodes de calcul. Donc, notamment ici, ce sont par exemple des traitements pour établir ce qu'on appelle le réactif limitant. Le réactif limitant d'une réaction chimique, c'est celui des réactifs qui est complètement résorbé à la fin de la réaction chimique. Pour ce qui concerne les formules indispensables, on ne peut pas avancer dans l'écriture d'un tableau d'avancement d'une réaction chimique si on ne maîtrise pas ces outils qui sont le nombre d'Avogadro, la quantité de matière, la concentration molaire et le rapport entre la masse de l'échantillon obtenu, ici c'était le sulfate de barium, la masse molaire et la quantité de matière petit n. Voyons ce qui se passe avec une dernière discipline, la logique. La logique, là aussi, on a certaines tables de vérité qui permettent d'illustrer le comportement de, ici, la disjonction entre deux propositions P et P, P ou Q, pardon. On voit qu'on peut être amené à résoudre des exercices où il faut établir des simplifications de propositions existantes, propositions universelles. Et pour ça, on a besoin d'utiliser, si on veut résoudre ces problèmes qui font appel à des connecteurs et de la logique, on a besoin d'utiliser des outils comme la contraposée d'une implication, la réciproque d'une implication
la négation d'une implication, et les lois de Morgan qui permettent d'établir en fait le contraire de la proposition P et Q ou le contraire de la proposition P ou Q. Voilà qui permet de simplifier et d'accélérer la résolution d'exercices de ce type. Alors là, j'espère avoir vraiment insisté suffisamment pour montrer le caractère indispensable de la maîtrise des outils, sans lesquels il est très difficile de faire les démonstrations soi-même. Et donc, on va pouvoir repasser au menu principal. Et aborder maintenant la méthode de résolution que je préconise et qui me semble applicable à toutes les disciplines. Alors en fait, j'ai établi cette méthode à travers finalement 10 points, hein, pour pas non plus s'étendre à l'infini, ce qui me paraît vraiment être 10 points et réflexes essentiels que je vous recommande. Alors si j'avais une règle d'or qui serait un peu ma marque de fabrique, c'est vraiment celle-là, celle qui est inscrite en jaune. La meilleure façon de trouver les bonnes réponses aux questions posées, c'est de se poser plein d'autres bonnes questions. Comme je le mets entre parenthèses, je le dirai, je le penserai, je le conseillerai jamais assez. Alors le point 2, l'énoncé n'est pas une contrainte ni un fardeau, il nous donne toutes les clés, il faut juste chercher lesquelles sont nécessaires. Je ne dis pas que c'est toujours facile, loin de là. Je dis juste que l'aborder avec cette approche peut nettement faciliter les choses. Le point 3, les théorèmes, propriétés, corollaires, conséquences sont des outils. À plus ou moins long terme, les connaître par cœur représente un gain de temps important et par conséquent un investissement personnel bénéfique. Le point 4, par expérience, là encore, je vois tellement d'élèves qui lisent à peine l'énoncé, qui sont déjà à bondir sur leur calculette. Pas de précipitation sur la calculette, mais préconisez toujours 3 étapes. 1. Poser l'outil utilisé, poser l'opération, et enfin, seulement en partie 3, en étape 3, faire le calcul. Alors le point 5, une fois qu'on a identifié la plus ou moins belle inconnue, x, y, alpha, mu, nu, à chercher, il faut identifier quels sont les outils qui nous fournissent des relations concernant cette inconnue. Point 6, plus un problème est long, plus il a une histoire et des étapes de résolution antérieures. Il faut penser à céder des résultats acquis au cours de la résolution. On s'évite aussi ainsi de redémontrer ce qui est déjà acquis. Le point 7, puisque je vois souvent des résolutions qui sont correctes, mais qui ne se terminent pas par une ligne qui répond directement à la question posée, ne jamais rater l'atterrissage. C'est-à-dire avoir toujours présent à l'esprit que la dernière ligne de votre résolution soit la réponse à la question posée et non une étape inachevée de démonstration. Le point 8, ne pas perdre le cap au fil de la progression de la résolution. C'est vrai que plus le problème est long, on peut être enlisé dans des lignes successives où on déroule en très bonne maîtrise les différentes propriétés opératoires et on en oublie parfois qu'est-ce qu'on est en train de chercher. Le point 9, maîtriser suffisamment les rudiments opératoires mathématiques et techniques pour pouvoir isoler le plus rapidement possible dans une formule une des variables en fonction de toutes les autres. Enfin, le point 10 et le dernier point, privilégier l'avancée par petits pas mais bien focalisé, le franchement progressif des marches d'escalier, guidé par les 3 questions essentielles à chaque étape. Qu'est-ce que je cherche? Qu'est-ce que je sais? Quel est l'outil approprié qui va pouvoir m'aider? Alors j'en viens maintenant à ce fameux problème que Thomas a eu la gentillesse de me prendre avec son smartphone tellement je l'ai trouvé intéressant et, et même impeccable sur le plan pédagogique pour illustrer la méthode que j'avais envie d'exposer. Voilà en fait la recherche de la valeur approchée du nombre petit e telle qu'elle a été établie. On doit ce résultat au mathématicien suisse Léonard Euler, 1707-1783. Donc, je me suis lancé dans la résolution manuscrite de ce problème pour essayer justement de mettre en application tous les conseils que j'ai donnés. Donc, cette résolution, elle fait quand même 4 pages. Donc, voici le résultat et on va s'attaquer à la première question. Alors,
On a donc ici le début de l'énoncé. Et la première question, calculer I0 de A. Je m'arrête un instant là, puisque je vois qu'il y a vraiment des lacunes qui se sont aussi installées sur la notion de substitution. Il y a encore beaucoup de personnes qui font qui ont des difficultés en fait avec la pratique de la substitution. Et notamment, je vois quand même à travers plusieurs années que même la notion de fonction, si on la présente sous la forme d'une association, quand on dit qu'une fonction AX associe f de x, pose plus de problèmes peut-être que ce que j'ai envie de vous indiquer comme autre piste. Alors, I0 de A. Finalement, je vais rappeler quelque chose qui est peut-être une banalité, mais qui est une approche qui permet peut-être un déclic pour beaucoup de personnes qui ont des problèmes avec les fonctions. Une fonction permet finalement de substituer une des valeurs, ici on a un paramètre petit n, on a une variable petit a, par une certaine grandeur algébrique, réelle, et de trouver un résultat en utilisant une formule. Par exemple, d'après l'expression fn de x, si je veux fn de 3, je fais égal, c'est 3 puissance n sur factoriel n, e puissance moins 3. En vérité, je vais présenter les choses comme ça. Une égalité reste conservée et reste vraie si on applique la même action à gauche et à droite. C'est une autre façon de présenter la substitution. Ici, j'ai une égalité qui dépend en fait à la fois d'un paramètre petit n et d'une variable petit a. Quand on me demande I0 de A, je vois que A n'a pas bougé, par contre c'est n qui prend la valeur 0. Donc si dans cette égalité, je remplace à gauche n par 0, je fais exactement la même chose à droite, je remplace n par 0. Et ça devient un jeu de substitution. I0 de A, c'est intégrale de 0 à A, f0 de x dx. Alors maintenant, comme je le disais, il faut sans cesse se poser des questions. Qu'est-ce que f0 de x? Est-ce que l'énoncé me fournit quelque chose qui me parle de f0 de x? Oui, juste ici. Et là, évidemment, c'est très simple et très direct parce qu'on en est au tout début du problème. f0 de x, c'est la valeur prise par fn de x lorsque je remplace n par 0. Si dans une égalité, je mène une action à gauche, je mène la même action à droite. Voyez-vous, j'écarte volontairement la notion d'association qui traduit la définition élémentaire d'une fonction. Je préfère lui substituer le principe de conservation d'une égalité par deux actions. Donc f0 de x, c'est x puissance 0 sur factoriel 0, e puissance moins x. On va donc écrire ce qu'on vient de dire. On est sur la première étape, la première question. Pour l'instant, je n'ai pas besoin d'utiliser des outils, je suis vraiment dans la pratique opératoire, et voilà ce que ça donne. En fait, en quelques lignes, par les substitutions qu'on vient de dire, et par l'utilisation de la convention d'écriture qui a été indiquée dans l'énoncé, factoriel de 0 égale 1. Éventuellement, j'avais besoin peut-être d'utiliser une primitive usuelle de la fonction exponentielle, puisqu'il y a quand même une intégrale à calculer, et on sait que l'intégrale de e puissance moins x, c'est moins, la primitive de e puissance moins x, c'est moins e puissance moins x. Il y avait évidemment ici, éventuellement, l'utilisation d'une factorielle, mais comme le rappel était fait, et que ça concernait uniquement factoriel 0, c'était direct. Donc voilà établi la première question. Ensuite ici, il faut montrer que f'k de x égale cette expression. Donc en fait, il y a deux questions. Voyons comment on va résoudre ça. On est sur la deuxième question, la deuxième étape. On voit déjà d'ailleurs dans la formulation qu'on va avoir à traiter des dérivés. Donc on est bien content d'avoir dans les outils, si ce n'est pas connu par cœur, une des possibilités, c'est de cliquer ici et j'accède à toutes les dérivées possibles lorsqu'on est dans nos séances de soutien scolaire par Skype. Alors voici une résolution. En fait, je pars de l'énoncé et je développe. Je fais la dérivée de f'k de x à partir de l'outil qui permet de calculer la dérivée d'une expression u fois b. Donc, on développe. On a le réflexe de factoriser dès qu'on a des expressions communes aux deux expressions. Et on arrive très rapidement à
à établir la dérivée. Donc toujours en s'aidant éventuellement de ce tableau des dérivées. Là encore, comme je le dis, je préconise de vraiment bien maîtriser ces outils, c'est-à-dire de les connaître par cœur. Alors ici, on va passer à la deuxième partie, en déduire que pour tout entier k supérieur à 1, ik de a moins ik moins 1 de a égale cette expression. Donc, partons à écrire cette expression ici, donc l'intégrale de ce qu'on vient d'établir, on va en prendre l'intégrale à droite et à gauche. Toujours finalement selon le principe de la conservation de l'égalité si on applique la même action à gauche et à droite. Alors, cela est dit aussi par le principe de la croissance de l'intégrale, on verra ça plus tard. Pour l'instant, j'ai tout à fait le droit de prendre l'intégrale de 0 à petit a des deux expressions ici. On avance, on fait un petit pas, on est focalisé sur ce pas, et ici, on arrive à cette égalité, mais en fait, on s'aperçoit en confrontation avec l'énoncé que cette expression n'est rien d'autre que fk de x pris entre 0 et a. En effet, la primitive d'une dérivée, c'est la fonction elle-même. Ici, c'est ce que nous donnait l'énoncé, ik moins 1 de a. Ici, on reconnaît ik de a. Par conséquent, on se demande à ce niveau-là, mais fk de x, c'est quoi? Eh bien, il est donné par l'énoncé, donc on peut l'exprimer. Ça nous fait ici cette expression, moins 0 puissance k sur k e puissance moins 0 égale notre différence ik moins 1 de a moins ik de a. On en déduit que ça donne ce résultat. Puisque 0 puissance k, ça fait 0, il reste juste cette expression. Donc c'est exactement ce qu'il fallait établir. Alors, en déduire que pour tout n supérieur ou égal à 1, on peut écrire in de a égale 1 moins cette expression. Alors, je reconnais que c'est un calcul qui est moins direct, qui demande certainement de l'expérience, pour avoir l'idée de penser, en fait, à additionner plusieurs termes, et surtout plusieurs différences consécutives dans cet exercice. On arrive ici, sur cette partie, et voilà la résolution. Donc en fait, on va construire de proche en proche les différences successives, I1 moins I0 de A, I2 de A moins I1 de A, etc. jusqu'en IN de A moins IN moins 1 de A. On s'aperçoit que si on additionne les deux colonnes d'égalité, finalement on ne va rester que le terme moins I0 de A ici. Pourquoi? Parce que I1 de A et I1 de A disparaissent. De la même façon que ici, IN-1 de A et IN-1 de A disparaissent. Il va rester donc, par sommation, moins I0 de A plus IN de A. Dans la partie droite, on s'aperçoit qu'on peut mettre moins E puissance moins 1 en facteur et qu'on va pouvoir condenser la sommation par une écriture condensée qui fait apparaître le sigma de k égale 1 à n de A puissance k sur factoriel k. Maintenant, c'est ce que je vous disais, toujours penser à réutiliser des résultats acquis. Or, d'après 1, I0 de A qui a été établi, c'est 1 moins E puissance moins 1. Donc ici, on va pouvoir avancer. On substitue le I0 de A par moins 1 plus E puissance moins 1. La partie droite ne change pas. Et de proche en proche, on arrive très rapidement au résultat qui était à démontrer. Alors, par exemple, dans la quatrième question, on insère maintenant une suite UN définie par somme de 0 à 1, fn de x dx. Et on admet que cette suite est égale à ça. Il s'agit de montrer que pour tout n supérieur à 1, UN est positif. Donc on continue à progresser en essayant toujours d'utiliser les résultats acquis et éventuellement de recourir à les outils nécessaires dans ce problème. Alors, quel que soit n supérieur à 1, quel que soit x appartient à 0 plus l'infini, ces deux expressions sont positives. Une exponentielle est une fonction positive qui est définie sur R
tout entier, mais dont les images sont positives. Et évidemment, les nombres x puissance n sur factoriel n, quand x est un nombre positif, sont aussi des nombres positifs. Par conséquent, par produit de deux expressions positives, on a bien notre quantité un. Alors, et pour l'instant, ce produit est positif. Fn de x positif implique que la dérivée, l'intégrale de 0 à 1 fn de x dx est positif. Implique un positif. Alors l'interprétation géométrique de un, puisque un se présente comme l'intégrale de 0 à 1 fn de x dx, on voit bien que c'est finalement l'aire sous la courbe fn de x prise entre les droites verticales x égale 0, x égale 1, et située, encadrée par l'axe x. Là, si c'est nécessaire, on fait appel à cet outil qui est la définition de l'intégrale et la définition de l'aire sous une courbe. Alors le quatrièmement, petit b. Il faut montrer que pour tout entier naturel petit n, fn de x est inférieur à 1 sur factoriel n, x puissance n. Là encore, on va partir de l'hypothèse x appartient à 0, 1. Et l'idée, c'est par des progressions et des transformations successives de se rapprocher le plus possible de la ligne de fin, qui est en fait l'expression à démontrer. Si x est compris entre 0 et 1, on peut très bien multiplier tous les éléments par moins 1. Dans ce cas-là, x est compris entre moins 1 et 0. On peut appliquer, puisque la fonction exponentielle est une fonction croissante sur R, on peut appliquer à cette dernière inégalité la fonction exponentielle. E puissance moins 1 inférieur à E puissance moins x inférieur à E puissance 0. La partie qui nous intéresse, c'est uniquement cette inégalité. On peut très bien donc multiplier par x puissance n sur factoriel n, puisque c'est une quantité positive, ça ne change pas le sens de l'inégalité. Et on reconnaît ici à gauche fn de x, et à droite 1 sur factoriel n, x puissance n. C'est exactement l'inégalité qu'on voulait démontrer. Voyons maintenant les dernières parties de la question 4, les parties C et D. Il s'agit d'abord de en déduire cette inégalité. Alors j'insiste vraiment sur le verbe en déduire qui est vraiment très utile et très pratique et qu'il faut utiliser avec se servir du résultat immédiat pour établir cela. C'est vraiment donc, il faut voir l'expression en déduire comme un coup de pouce et même un coup de main. Quelle est la limite de la suite U? Donc il y a deux questions à régler. Quel que soit x positif, quel que soit n appartenant à l'ensemble des entiers naturels, la fn de x positif, fn de x inférieur à 1 sur factoriel n x puissance n. Donc fn de x est compris entre 0 et 1 sur factoriel n fois x puissance n. Par application de la propriété de croissance de l'intégrale, on peut appliquer à cette inéquation cette nouvelle inéquation qui concerne des intégrales. Ceci signifie que un est compris entre 0 et 1 sur factoriel n. Voyons cet outil qui concerne la propriété de croissance de l'intégrale. On le retrouve ici. Elle dit bien que si f est une fonction continue sur un intervalle i, si a et b sont deux réels de i tels que a plus petit que b, et si pour tout réel x de ab on a f de x positif, alors l'intégrale de a à b, f de x dx est positive. Alors là, on va pouvoir donc appliquer maintenant à cette double inégalité la limite en n tendant vers plus l'infini. On obtient la limite de un compris entre deux expressions qui tendent vers 0. Donc là encore, on va utiliser un outil indispensable qui s'appelle le théorème des gendarmes. Lorsque une expression est contenue entre deux expressions qui tendent vers une limite petit l, alors cette expression centrale tend elle-même vers petit l. Donc on va voir l'expression du théorème dit des gendarmes qui se présente comme suit.
Et maintenant, on va pouvoir répondre à la question petit d. Par définition déjà établie dans l'énoncé, un égale 1 moins cette sommation fois e puissance moins 1. Or, on vient d'établir que la limite de un quand n tend vers plus l'infini, c'est 0. Et on sait aussi qu'on va appliquer ici l'expression avec petit a égale 1. Donc on en déduit la limite de 1 moins cette expression qui est égale à 0. Soit limite quand n tend vers plus l'infini de cette expression égale 0. Et voilà qui établit le fameux résultat qui établit en fait le nombre transcendant petit e comme étant la limite quand n tend vers plus l'infini de la somme des inverses de factoriel. Voilà, donc ainsi se termine cet exposé de ma méthode pédagogique à partir d'une application célèbre de calcul intégral. Dans cet exposé, j'ai pu vous présenter 10 règles méthodiques, 10 réflexes essentiels dans la résolution d'un exercice, et cela quelle que soit la discipline abordée. Maths, physique, gestion, informatique, bureautique. J'espère que vous avez pu en profiter. Je vous dis, après vous avoir remercié, à très bientôt pour des cours sur Skype ou à domicile.